L'économie avec Mariam Pierzadeh. Bonjour Mariam. Bonjour Philomé. On commence par jeter un coup d'œil sur les marchés financiers en Europe. Ils ont ouvert il y a exactement 21 minutes. Et c'est du rouge sur les places européennes, moins 0,1% pour Paris, moins 0,2% pour le FTSE et moins 0,1% pour Francfort. Du côté de l'Asie, c'est l'inverse, c'est du vert partout. Malgré le tir d'un missile balistique de Corée du Nord, les marchés et les places asiatiques se portent bien. Plus 1,1% pour le Japon, Hang Seng plus 1,6% et à Séoul plus 1,2%. L'année a démarré en fanfare pour L'Oréal. Le numéro 1 mondial des cosmétiques annonce une nette progression de ses ventes au premier trimestre, un démarrage que n'espéraient pas les investisseurs, plus 9,4% pour le chiffre d'affaires depuis janvier. Alors pourquoi de si bons chiffres? Un marché du luxe qui ne connaît pas la crise et la forte demande des pays émergents. Toujours au chapitre des résultats de printemps, celui d'Uniqlo, qui sera plus doux que son hiver. De septembre 2011 à février 2012, Fast Retailing, le propriétaire japonais d'Uniqlo, a dégagé un chiffre d'affaires de 5 milliards d'euros. C'est une hausse de 15%. Uniqlo, qui compte près de 850 points de vente au Japon, avait connu quelques difficultés à l'automne et au début de l'hiver pour écouler les collections de vêtements chauds. Mais la froideur est arrivée finalement et elle a incité les Japonais à faire des provisions de soupules et autres doudounes. On reste en Asie et ces chiffres en demi-teinte pour la Chine qui sont parus ce matin. Le PIB chinois est tombé à 8,1%, Philomé. C'est son plus bas niveau depuis le deuxième trimestre 2009. C'est en dessous des prévisions. La croissance a ralenti en Chine pour le 5e trimestre consécutif. Pourquoi? La demande intérieure peine à compenser le manque d'exportation, des exportations qui souffrent de la crise en zone euro et de la faible reprise aux États-Unis. Et tout cela, évidemment, a un impact sur la deuxième économie mondiale. On aurait pu penser, Mariam, que ces mauvais chiffres pèseraient sur l'Australie, mais c'est tout l'inverse qui se produit. L'Australie qui affiche une excellente santé économique. Une économie en très bonne forme due notamment à ses richesses souterraines, des ressources naturelles qui représentent 150 milliards d'euros par an. Mais certains ne le voient pas d'un si bon œil car cela maintient le dollar australien à un très haut niveau. On fait le point avec Axel Simon. Les sous-sols australiens, l'une des principales richesses du pays continent et sans doute la clé de sa réussite économique. Des mines qui s'étendent à perte de vue et 437 millions de tonnes de minerais de fer extraits chaque année, dont la majorité expédiée à l'étranger. On a toujours dit que l'économie australienne reposait principalement sur sa filière agricole, et sur la laine en particulier. Ce n'est plus sur le dos des moutons qu'on va surfer, mais sur celui des mineurs. Des ressources naturelles qui représentent 85% des exportations du pays pour un montant de plus de 150 milliards d'euros, un véritable moteur pour le pays, surtout en période de marasme économique mondial. Mais pendant que certains s'enrichissent, d'autres voient rouge, car cette course à l'extraction de minerais entretient la flambée du dollar australien et c'est l'industrie manufacturière qui paie le prix fort. C'est l'industrie qui est liée au commerce et à l'export qui est touchée par des suppressions d'emplois. Sur la côte sud, ce sont des milliers d'emplois qui ont disparu. Et ça, c'est à cause du dollar australien fort qui rend les exportations moins compétitives. Les pays émergents comme la Chine voisine sont très gourmands en minerais. La demande internationale ne devrait donc pas baisser. Du coup, le gouvernement a pris les devants. Des mesures de soutien aux activités industrielles ont été engagées, surtout dans le secteur de l'acier. Mais pour beaucoup, c'est loin d'être suffisant. L'immobilier, maintenant, Mariam Pierzadeh, de plus en plus de Français, ceux qui, en tout cas, en ont les moyens, partent investir à Londres. Et Philomé, si vous avez quelques euros à dépenser, eh bien, filez à Londres. Une agence immobilière londonienne très connue a fait ce constat. Les quartiers les plus chics du centre de la capitale anglaise sont pris d'assaut par les Français. La capitale voit donc arriver une vague d'immigrés extrêmement riches qui fuient la France, notamment à cause des impôts, mais aussi à cause des candidats à la présidentielle qui leur font peur avec certaines de leurs mesures. 19% des demandes viennent des Français depuis le premier trimestre 2012, depuis janvier 2012. L'Espagne inquiète toujours les investisseurs. Des experts de la Commission européenne doivent arriver aujourd'hui à Madrid. Leur mission, analyser les comptes du pays dans le cadre de la surveillance des déséquilibres économiques. On le sait, le gouvernement Rajoy a présenté un budget d'extrême rigueur pour cette année. Une faille cependant pour Bruxelles, le budget des régions autonomes qui fait exploser les compteurs espagnols. Hier, l'Assemblée nationale a voté en faveur d'un contrôle plus strict des finances de ces régions et cela pourrait entrer en vigueur dès le mois prochain.
Plus de contrôle dans les finances régionales, c'est le nouveau leitmotiv du gouvernement de Mariano Rajoy. Il a l'intention de faire passer une loi en ce sens au Parlement d'ici cet été. Les députés l'ont déjà approuvé jeudi. Une victoire pour l'équipe gouvernementale pour qui l'austérité budgétaire doit se faire à tous les niveaux. Les régions autonomes très endettées grèvent trop le budget espagnol à hauteur de 30%. Les régions devront aussi se serrer la ceinture pour ramener leur budget à l'équilibre en 2020. Mais pour l'opposition, le gouvernement n'a aucune intention de s'engager dans cette voie. Le principal problème de cette loi, c'est que l'objectif d'un déficit zéro n'est inclus dans aucune de ces dispositions, ni dans aucun accord politique. L'Espagne a annoncé qu'elle ne pourrait pas tenir ses engagements de réduction du déficit public pour 2012. Elle s'est engagée finalement à ramener son déficit à 5,3% du PIB au lieu des 4,4 promis. Mais pour autant, Madrid enfonce le clou. Les mesures de rigueur annoncées ces derniers mois porteront leurs fruits. La question d'une aide d'urgence à l'Espagne n'a aucun sens et ne se pose pas. Nous n'en avons pas besoin. Nous avons une situation qui est difficile, mais nous avons un gouvernement qui prend des décisions, qui sait quelles mesures prendre et qui continuera à le faire. Des mots rassurants, mais les marchés restent inquiets. Les taux auxquels le pays se finance se rapprochent dangereusement des 6%, un niveau jugé insoutenable sur la durée. Le Sénat devra se prononcer sur le texte d'ici la fin avril. Merci Mariam Piazadeh. Merci. C'est la fin de cette demi-heure d'information. Merci à vous de nous être restés fidèles. Mais restez avec nous car vous le savez, l'info continue sur France 24 et sur france24.com en anglais, en français et en arabe.